Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et à cet instant, j'ai l'honneur et le privilège et la joie de me trouver à côté de David Lefrançois. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Bonjour. Et David, on s'est rencontrés il y a quelques petites années, Oui. je dirais à travers un échange de mails, lorsque tu as créé ton magazine en ligne Potentiel. Et tu m'avais demandé de contribuer, et là tu m'as fait à nouveau l'honneur et la joie C'est moi qui ai eu cet de honneur. m'inviter à la Neuro Business School. Et puis évidemment, j'ai envie de te poser des questions par rapport à la beauté. Et j'aimerais savoir où se situe la beauté dans les neurosciences. Comment tu abordes cette dimension de notre vie et de l'être humain. Alors, tu sais, c'est rigolo parce que pendant des années, tu as un tas de personnes, et je vais te dire un truc, peut-être moi aussi. On disait, ok, de travailler sur son image, ça ne change pas obligatoirement l'intérieur. Okay, et les neurosciences nous ont tous fait mentir. Parce qu'à partir du moment où une personne, elle arrive à percevoir une image différente de ce qu'elle est, elle développe une conscience différente de ce qu'elle projette, et du coup, en fait, curieusement, il y a toute une neurochimie qui change. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir une belle image de soi, on sait que l'image de soi va favoriser déjà plus facilement d'avoir un bon amour de soi. Oui. On s'aime beaucoup plus facilement si on sait qu'on peut avoir un impact positif sur l'extérieur. Alors, ça, on le savait d'un point de vue psychologique, oui. Mais maintenant, on le confirme au niveau neurologique. Au niveau du cerveau. Exactement, c'est-à-dire qu'une personne qui a un changement radical chez elle au niveau de son image va fabriquer beaucoup plus d'ocytocine. Et cette ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, mais il est lié à la notion de lien social. Donc le simple fait de savoir que je projette une bonne image, ça me permet d'avoir un meilleur amour de soi. Et quand tu cumules image de soi et amour de soi, ce sont les vrais piliers qui permettent de construire sa confiance. Donc je dirais que c'est un premier passage qui est super important. Voilà. Et donc ça veut dire que là, je sais que tu parles souvent de triptyque, estime de soi, confiance en soi, image de soi, et là tu rajoutes cette notion d'amour de soi pour venir nourrir un petit peu le tout, c'est ça ? L'estime de soi, c'est construit avec 3 piliers. Image, amour, confiance. Ok. C'est-à-dire que ce que les personnes vont appeler l'estime de soi, oui. Estimer, tu as deux notions à estimer. Ça vient de l'étymologie, c'est a estimare. Et estimare, il y a une double consonance. Une consonance de valeur et une consonance d'opinion. Oui. Par exemple, je te dis, j'estime que ton intervention était brillante. Je donne une opinion. Oui. Maintenant, si je dis, j'estime que le bâtiment dans lequel on est, il vaut à peu près 20 millions d'euros, je donne une valeur. Okay. Et ben, tu vas t'apercevoir que cette double capacité qu'on a de se donner une valeur, d'avoir le sentiment d'être porteur de valeur et d'avoir une opinion positive sur soi, ça va construire ou déconstruire l'estime de soi. Et à partir de ce moment-là, ça va se décomposer. C'est-à-dire que dès que l'estime de soi va commencer à se construire, il va falloir qu'il soit renforcé dans son image, dans son amour et dans sa confiance. S'il manque un pilier, la personne risque de développer des pathologies relationnelles qui ne sont pas toujours les plus intelligentes, en vrai. Donc ces 3 piliers sont importants, et c'est ces 3 piliers qui fabriquent l'estime de soi. D'accord. Et toi, là on a parlé de l'image finalement, et qu'en est-il de la beauté ? Est-ce que de la notion de beauté, d'esthétique par rapport au cerveau, par rapport aux neurones ? Alors, c'est intéressant ça aussi une fois encore, parce que est-ce que la beauté extérieure existe ? Eh bien, les neurosciences nous disent que oui, mais qu'elle n'a rien à voir en termes de correspondance avec la beauté intérieure. C'est-à-dire que le fait que la personne pense qu'elle est belle, même si physiquement elle n'a pas tous les attributs de beauté et un canon, eh bien en fait, elle enclenche tout un mécanisme neurologique qui fait qu'elle va se sentir bien, et c'est une des composantes importantes pour être heureux ou heureuse. Donc c'est pour ça que alors je sais qu'on nous a vendu des standards de beauté. Moi je me suis beaucoup battu avec ça avec mes enfants par exemple. J'ai vraiment pris un temps de leur expliquer que les standards de beauté qui nous étaient proposés n'étaient pas des standards universels, mais des standards qui collaient à une mode qui se doit d'être récurrente,
Oui. Et puis, avec Il y a des critères occidentaux aussi, souvent. Bien sûr. Et puis aussi une chose qui est importante, tu sais, j'ai discuté, j'ai eu la chance de travailler avec le groupe LVMH. Et j'ai travaillé avec deux de leurs créateurs, qui m'ont dit un truc qui m'a interpellé. Alors, ce n'est pas de moi, mais c'est juste important de comprendre ça. Oui. Il me disait, tu sais, David, 80% des créateurs de mode sont gays. Ah oui. Et il me disait, c'est-à-dire que ce qu'il transparaît, il y a deux choses. Et ça, en neuromarketing aussi, on l'a vu. C'est-à-dire que si tu remarques sur les défilés, on a des corps de plus en plus androgynes. La femme s'ignore complètement dans ce qu'elle est, dans ses formes, alors que le cerveau, lui, réagit en termes de séduction complètement à l'inverse des standards de beauté qui nous sont vendus dans la mode. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, une femme, un homme, va considérer une personne comme jolie, comme belle, à partir du moment où elle aura des formes, curieusement. Donc, c'est-à-dire que quand on analyse les choses d'un point de vue purement neurologique, on s'aperçoit que les standards sont un peu opposés. Les standards correspondent à la mode telle qu'elle nous est offerte aujourd'hui. Oui. Et puis un jour, un de ses créateurs m'a dit, tu sais David, on impose à nos mannequins qu'elles ne rigolent pas ou qu'elles ne sourient pas. Parce qu'un visage qui sourit, il attire profondément l'attention sur lui, et du coup on voit plus la robe. Et nous on a besoin de cintres qui révèlent une robe, mais tu ne peux pas révéler une robe dans les formes. Parce qu'une fois encore, s'il y a des formes, s'il y a trop de formes, on ne voit plus la robe. Donc c'était intéressant de s'apercevoir que finalement, la femme devient une femme objet, porte-étendard de choses qui ne correspondent pas à ce que l'être humain a profondément en lui, tu vois. Et donc je pense, et j'espère que les neurosciences vont amener à avoir beaucoup plus de notions sur une façon différente d'appréhender la beauté. Oui. Je vais donner un autre exemple qui est très concret. Par exemple, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que l'esthétisme évolue, mais à un moment donné, tu as toutes les personnes qui faisaient de l'esthétique qui avaient les yeux tirés comme ça. Tu vois, tu te rappelles ? Je sais pas, tu allais voir une pièce de théâtre sur les Champs-Élysées un dimanche après-midi, c'était la galerie de Fantomas, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui font ça, l'intention de base, l'intention profonde, c'est d'être plus séduisante, c'est de rester jeune. D'accord ? Donc il y a un attribut de beauté. Oui. Okay ? Le problème, c'est que quand tu tires les yeux ici comme ça, en fait, ça te fait les yeux de la colère. Et les neurones miroirs, quand ils voient ce visage, plutôt que d'enclencher quelque chose de beau, il va y avoir un mécanisme de rejet parce que c'est les yeux de la colère. Et ce qui était complètement dingue, parce que d'ailleurs, moi, quand j'expliquais ça à des chirurgiens esthétiques, ils te balayaient ça d'un revers de main parce que ça rangeait pas du tout leur business, tu vois. Alors que toute la neurologie, tous les systèmes neurologiques montrent qu'il n'y a rien de plus joli qu'une femme qui a des rides, qui a un visage dont l'histoire se marque et qu'elle assume ça. Moi, je trouve qu'une femme qui a des rides, c'est la femme la plus belle au monde. Et plus tu es dans des choses, tu vas tirer les choses vers le haut, plus tu envoies des messages qui, curieusement, vont à l'opposé du but recherché. Donc c'est important que, justement, ces neurosciences nous amènent à nous dire, attendez, vous êtes en train de planter les gars, acceptez vous tel que vous êtes, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, et considérez que la beauté, c'est être dans ce mécanisme de s'aimer avant tout. Une femme, elle est belle quand elle s'aime. Une femme, elle est belle, ou un homme, il est beau quand il s'accepte. Une femme, elle est belle quand elle accepte d'être différente et de ne pas correspondre aux standards de beauté. D'avoir une poitrine différente et de l'aimer et de s'assurer qu'on l'aime. Voilà. Et donc, tout tournera toujours. Pour moi, la beauté et l'amour sont vraiment deux valeurs concomitantes qui ne peuvent pas s'interconnecter. C'est la notion de se sentir belle avant d'être belle. Ou de se sentir belle pour être belle. Oui, et de me sentir belle, ne serait-ce que pour moi. Oui. Voilà. Et après, ça rayonne. Mais oui, et puis, tu sais, moi, je vais dire un truc. J'ai partagé une expérience très personnelle. Je vais le partager avec vous. Mais ça reste entre nous. D'accord. Il adore ça, David. C'est ça. Mais j'aime tellement ma femme que ces formes sont devenues mes formes préférées. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est devenu ton standard de beauté ? C'est devenu mon standard de beauté. Magnifique. Tu vois ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et pour moi, l'évidence, c'était ça. J'ai compris. Et ma femme, moi j'ai 45 ans, mon épouse, elle a 2 ans de plus que moi. Et elle m'a posé la question à un moment donné, mais tu sais, je serai plus la même un jour. Mais ouais, mais moi je vais faire évoluer mes standards. Parce que
la vraie preuve d'intelligence, c'est de se dire, ce standard de beauté, c'est le mien. Bien sûr. La forme de ta poitrine, c'est la mienne. La forme de ton cul, c'est le cul que j'aimerais à vie. Et c'est comme ça. C'est beau. Mais c'est important aussi de se dire, c'est comme ça, d'apprendre aussi à considérer que quand tu as 40... Toi aussi, tu vas changer. Évidemment, que tu as 45 ans, que même si tu prends du temps pour toi, et ton corps, il va subir les lois de la pesanteur comme tout le monde. Voilà. Et que j'espère que ma femme m'aimera tout autant dans 10 ans, 20 ans, 50 ans qu'aujourd'hui. Okay. Et les standards de beauté, la vraie beauté, elle est là, en fait. Merci David avec de ce grand plaisir. Et puis j'avais envie de te poser une question. Donc où là situes-tu le vêtement? Puisque le vêtement il fait partie de l'image, il est le packaging. Donc quelle est ta posture finalement de toi? Ou même par rapport aux neurosciences, je ne sais pas si, bon là c'est un petit peu plus pointu, mais en fait, comment pour moi, tu te positionnes? Le vêtement, j'ai toujours considéré que le vêtement il doit avoir plusieurs caractéristiques. D'abord, il doit avoir une caractéristique de confort. Ça doit être confortable, ça doit me plaire. Avant toute chose, et puis ça doit être adapté à l'environnement socio-culturel dans lequel je vis, dans lequel je suis. Et en fait, pour moi, porter des vêtements et de choisir ces vêtements, c'est une vraie marque d'intelligence. Tu vois, d'être dans une conscience en termes d'habillage personnel et de se dire, je vais choisir le type de vêtements en correspondance avec ce que je vais vivre. Je trouve que ça, c'est une vraie forme d'intelligence. Ah oui, totalement. Tu sais, je vais te dire un truc, ça va sembler complètement une évidence quand je vais vous dire ça, mais je ne pense pas que vous iriez en mini-short et en tenue très courte dans une mosquée ou dans une synagogue. Parce que, de facto, dans ces lieux-là, tu sais qu'il y a des règles, il y a des standards, il y a des respects qui sont imposés, il y a un code. Et que rien ne nous empêche d'être beau, élégant ou élégante dans ces environnements-là. Donc si c'est possible là, c'est possible partout dans le monde. Il suffit juste d'avoir une vraie conscience et de se dire, ok, quelle serait la façon la plus intelligente de m'habiller à ce moment-là? Ça doit rester élégant, ça doit être classe, ça doit révéler qui je suis. Je ne dois pas me cacher. Voilà, en tout cas, moi, je ne veux pas qu'on se cache. Et puis surtout, confortable aussi. Voilà. David, merci. J'ai une dernière question, vraiment pratico-pratique. Ouais. Avant-hier, tu es intervenu dans ce séminaire et tu es arrivé de manière assez décontractée. C'était le premier jour, c'était important, c'était l'ouverture, c'était un peu la première impression, on va dire. Et puis aujourd'hui, dernier jour, censé être plus informel, on est dimanche, je te vois arriver en complet cravate. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui a motivé ce choix ce matin en t'habillant? C'est l'anniversaire de la mort de mon père aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et c'est symbolique pour moi, je m'habille toujours bien pour honorer ce jour-là. En plus, je suis de confession juive. Aujourd'hui, c'est la naissance et la mort de Moïse. Oui, aujourd'hui aussi. Et on dit que c'est important d'honorer nos anciens. Moi, je suis très en accord avec ça. Et en même temps, j'aime bien m'habiller aussi de temps en temps. Tu vois, j'aime bien me surprendre aussi moi-même. J'aime changer de vêtements. Mais j'essaie toujours d'être, même si je suis sportwear, j'aime toujours de rechercher ma forme d'élégance à moi. D'accord. Voilà, j'aime me faire plaisir. Surtout, j'aime me faire plaisir, voilà, quand je m'habille. Bah oui, tu aimes le plaisir, la joie. On voit que tu es. Je suis un grand kiffeur. En tout cas, merci infiniment. David, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour ce que tu as apporté à la Neuro Business School, parce que je savais vraiment que c'était un apport qui pouvait faire la différence. Et je trouve que c'est essentiel. Je pense vraiment que dans la transformation d'une personne, bien sûr, l'aspect intérieur est essentiel. Mais quand on veut faire un véritable changement, l'aspect extérieur et l'aspect intérieur sont indissociables. Bah oui, il est là l'extérieur, donc on ne peut pas... De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que parfois quand tu fais une transformation intérieure sans transformation extérieure, quand tu arrives vers l'extérieur t'accepte pas parce qu'ils avaient perçu, tu dis mais il n'a pas changé. Oui. Tu vois, donc c'est aussi une bonne façon d'exprimer notre changement. Mais l'inverse est vrai aussi, il y a des personnes qui changent que l'extérieur sans faire une démarche intérieure. Oui. Et dans ces cas-là, tu dis, bon, c'est pas crédible. Mais le vrai changement, quand on associe les deux, c'est super puissant. Ouais. Non, c'est pas intéressant, c'est pas durable. Non. Et c'est pas crédible, comme tu dis. Non, vraiment. Donc le vernis va se fêler à un moment donné. Et c'est pour ça que tu vois, dans la Neuro Business School hier, où on a parlé business, on a parlé développement, je trouvais il doit vraiment y avoir une place pour l'image. Et le conseil en image et cette capacité à faire des vrais choix conscients sur ce que je révèle à l'autre. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Et continuez à suivre cette chaîne, elle est extraordinaire.
À bientôt. Merci.